Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes à la Fondation Louis Vuitton et nous allons traiter plusieurs sujets. Nous allons parler de commerce, d'art, de grand écrivain que fut Georges Perec. Et nous allons démarrer cette émission en parlant d'une autre fondation ou de plusieurs autres fondations. Bonjour, donc Firouz Haddad, vous dirigez Bonjour. les fondations Rothschild, car je crois que ce sont plusieurs fondations qui existent depuis le début du XXe siècle et qui balaient les actions sociales, les actions qui sont dans le domaine de la santé, évidemment, les actions à caractère culturel. Les gens ne savent peut-être pas exactement ce que vous faites. Est-ce qu'on peut donner un cadre général avant de nous appesantir sur la culture? Donc les fondations Edmond de Rothschild, en fait, c'est 10 fondations, historiquement en France, mais également en Suisse, en Espagne, en Israël et à New York. Comme vous l'avez dit, la plus ancienne remonte à 1905. C'est en fait un hôpital qui est toujours à Paris, toujours en activité, et qui est le premier hôpital en France pour l'œil et le cerveau. La Fondation Rothschild, voilà. La fondation ophtalmologique. Et effectivement, ce sont des fondations qui sont développées au cours du temps, à l'époque où ces grandes familles de mécènes, les Rothschild, les Jacques Marandré, les Pereire, étaient véritablement l'État dans l'État pour tout ce qui était action sociale et culturelle. Voilà. Donc les Rothschild en faisaient partie. Je dirais qu'au cours du XXe siècle, la plupart de ces familles se sont éteintes, ou en tout cas leur action est devenue bien moindre. Les Rothschild, on parle maintenant de la 7e génération, en tout cas de la branche Edmond, a souhaité poursuivre toute cette action philanthropique. Mais on n'est plus dans le mécénat exactement aujourd'hui, pour parler de la période contemporaine de celle que vous dirigez. On est Alors, dans effectivement, l'accompagnement de projets. Donc effectivement, moi-même, j'ai rejoint en fait, la famille Rothschild il y a 10 ans. Mon propre profil était un peu atypique parce que je suis en fait banquier d'investissement de formation. Voir un banquier dans la philanthropie, c'était un peu particulier. Mais les Rothschild en fait souhaitaient, en tout cas cette génération, donc représentée par Ariane et Benjamin de Rothschild, souhaitaient véritablement donner à cette philanthropie une dimension beaucoup plus stratégique, beaucoup plus tournée vers l'impact et quelque part redonner un blason quelque part à cette grande tradition philanthropique qui remonte à plus de 200 ans. Donc on va vous voir, on dépose un projet et à ce moment-là, vous voyez si ça vous intéresse, un, sur le contenu et deux, si vous allez accompagner le projet en termes de financement et de politique éditoriale. Évidemment, de quoi s'agit-il avec Premier Acte? Alors, Premier Acte incarne véritablement ce qui, pour nous, représente un vrai geste philanthropique. Alors, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas effectivement dans la politique du chéquier. Nous ne faisons pas de chèques. Nous sommes véritablement dans une approche de partenariat où on réfléchit en fait avec nos partenaires. Là, en l'occurrence, c'est un projet en fait qui a démarré à Avignon en 2013 par une rencontre. La mienne et celle de Stanislas Nordet, qui à l'époque était artiste associé au Théâtre de la Colline à Paris, avec une question toute simple qui fut posée, à savoir comment se fait-il que le théâtre en France, tel que représenté à Avignon, n'est pas du tout à la hauteur et à l'image de ce qu'est la société française aujourd'hui. Une société effectivement qui est contrastée, qui est métisse. Or en fait, pour être très clair, à la fois le public et la scène est blanche. Alors, comme vous savez, en France, on n'est pas aux États-Unis, donc nous ne faisons pas de discrimination positive. Mais Stanislas et moi, accompagnés bien sûr par les Rothschild derrière, on souhaitait quelque part, avons souhaité marquer un geste politique. Comment fait-on concrètement? Vous rencontrez Stanislas, vous prenez cette décision, vous l'accompagnez, et comment on change à la fois les mentalités et donc les ensuite, on conçoit quelque part un programme qui puisse véritablement répondre, et là, dans l'occurrence, c'est la culture et le politique, parce que quelque part, on a posé un geste. Le geste, encore une fois, de dire il faut changer quelque part les mentalités. Qu'est-ce qu'on fait? On lance un appel à candidature, on s'entoure de parrains, dont certains sont connus comme Podalides, Emmanuel Béard ou autres. Donc on assoit quelque part la légitimité de notre action et on se tourne effectivement vers de jeunes acteurs qui ont moins de 26 ans et qui considèrent avoir fait l'objet d'une discrimination. Alors comme je le dis souvent, les premières années, donc c'est un programme qui a été lancé en 2014, les 2 premières années, en fait, nos candidats, au nombre de 50, étaient pour la plupart black ou beurre. En France, ça veut donc dire quelque part que discrimination veut dire faciès. Donc là, on posait un geste en disant, mais finalement, est-ce que la discrimination ne prend pas d'autres aspects? Il s'avère qu'au cours du temps, c'est notamment le cas cette année, on a maintenant effectivement des cas de personnes qui sont soit handicapées ou quelque part qui considèrent avoir été discriminées pour leur orientation sexuelle. Donc on élargit quelque part le pôle de discrimination. Et ensuite, au travers d'ateliers avec, encore une fois, les plus grands dramaturges, danseurs, on met tout en place un programme d'ateliers qui dure 9 mois. Et l'impact, en fait, pour nous, parce qu'on est beaucoup dans la mesure de l'impact, c'est de voir ensuite ces magnifiques jeunes acteurs et actrices. Intégrer des compagnies, intégrer des projets. Des grandes écoles. Vous savez qu'en France, on est quand même dans un univers où
les grandes écoles restent quand même très élitistes, donc le conservatoire, le TNS à Strasbourg, le Théâtre national de Strasbourg. Et on voit effectivement au cours des ans, pour un programme très jeune, à quel point ces jeunes ensuite sont capables de rentrer dans ces grandes écoles. Donc franchir les codes, pouvoir effectivement prendre confiance en eux et transformer quelque part une scène théâtrale française. J'irai plus loin, certains de nos jeunes sont même partis à Montréal. Comme vous dites, d'autres ont intégré des compagnies. Et tout ça dans un laps de temps très court. Alors, je ne vous cacherai pas qu'on a été critiqués. Parce que quelque part, on pratiquait quelque part un mode de sélection qui n'était pas très habituel en France. Mais on a souhaité en fait nommer certaines choses. Et puis deux aussi, la question qui était posée, c'est qu'est-ce que les Rothschild vont faire dans ça ? On est habitué à nous voir au Louvre ou dans des grandes institutions nationales. Et tout à coup, on rentrait dans un geste qui était très politique. Avec l'objectif peut-être de trouver, il y a déjà Omar Sy et beaucoup de gens en France, mais peut-être des Denzel Washington, des Morgan Freeman qui se retrouveront et qui seront donc français, poussés par la Fondation Rothschild et qui se retrouveront donc jouer les premiers rôles sur toutes les scènes de France et peut-être même au cinéma. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Pas mal cet endroit quand même, hein. Assez réussi. Voici donc le sommaire de cette émission. Les sujets sont variés. Merci Firouz Dadak. On se retrouve évidemment bientôt. Nous reparlerons de votre fondation. Nous sommes sur les lieux d'une autre grande fondation. Voici le sommaire. Savez-vous ce qu'est l'arketing ? C'est le mariage arrangé par les cerveaux du marketing entre les marques et le monde de l'art. Et nous en parlons dans un instant. Un album, Motel Bamako, sorti fin 2015, une tournée internationale en ce moment qui coïncide avec la sortie d'un film dont elle est la vedette. La malienne Ina Modja est dans l'actu et donc dans 300 millions de critiques. Qui est l'auteur francophone ayant écrit un livre de 300 pages sans utiliser une seule fois la voyelle la plus fréquente de la langue française, le E ? Que vous connaissiez ou non la réponse, le dernier débat du jour vous intéressera. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Voilà quel programme majeur, charmant, avec un quatuor évidemment majeur. Estelle Martin, bonjour ma chère Estelle. Bonjour. Vous aimez les volants, ça a l'air d'être particulier, mais c'est très joli ce jaune. Vous siez à merveille. Michel Serrouti de Radio-Télévision Suisse, salut Michel. Myriam Fémiou de Radio-Canada qui a encore une fois en une semaine traversé l'Atlantique pour venir nous voir. Et Pascal Bourgault de la RTBF qui, elle, est venue directement par l'autoroute ou par le train. Nous le saurons à la fin de cette émission. C'est notre suspense intense. Nous allons parler d'un sujet qui est effectivement particulier, mais qui est devenu massif dans le monde. Il s'agit de l'arketing. Alors, il ne s'agit pas évidemment du marketing, mais bien de la jonction des mots art et donc du marketing. Depuis longtemps, vous le savez, le monde du luxe est tout à fait proche du monde de l'art. Il y a plusieurs types de mariages possibles. Les marques font travailler des créateurs pour leurs produits ou bien elles font appel à des créateurs pour fabriquer leurs pubs ou leur communication. Nous sommes cette semaine au sein d'un espace qui a été imaginé par des gens, il s'agit évidemment de la Fondation Vuitton, qui ont tout compris de l'intérêt de cette symbiose entre l'art et le marketing. Quels sont les exemplaires d'arketing qui vous ont marqué, passionné, intéressé ? Parce que ce n'est pas nouveau cette affaire-là. Estelle, c'est à vous. Alors comme nous sommes à la Fondation Vuitton, évidemment, j'ai envie de vous parler, alors non pas de Jeff Koons qui reprend les grands maîtres, qui revisite les grands maîtres pour la dernière collection de sacs, que mesdames, mesdemoiselles, vous avez peut-être vu. Il reprend du Van Gogh, voilà, Fragonard même, et tout ça. Bon, là, on est certes peut-être dans l'arketing, mais moi, j'ai plutôt craqué pour ces carnets de voyage de Louis Vuitton, voilà, qui sont des éditions Louis Vuitton. En fait, ils demandent à des dessinateurs, à des peintres, même à un auteur de comics, comme Essad Ribic, vraiment d'aller dans des villes. Alors là, nous avons Hawaï, là nous avons Mexico, et il leur demande donc de donner vraiment... Je prends le bleu. Écoutez, le bleu Hawaï est formidable, mais celui-ci est plus francophone puisque c'est Nicolas de Crécy. Voilà. Et donc il leur demande de s'approprier les lieux, de les peindre, et c'est là où je trouve qu'effectivement les grandes maisons permettent à des artistes de vraiment se laisser aller à leur imagination, à leur talent, parce qu'ils ont, je dirais pas, déjà ils ont carte blanche et ils ont aussi les moyens. Là, non seulement ils ont pu aller sur place, une équipe les a suivis. Vous pouvez voir les reportages qui ont été faits, c'est avec des drones. Hawaï, par exemple, ça a coupé le souffle. Et c'est vraiment, je trouve, un très bel exemple de ce que peut faire le luxe avec des artistes. Chéri Samba, par exemple, lui, a... Exposé en bas. Et exposé aussi à la boutique, puisqu'il il a fait un carnet de voyage autour de Paris que je vous invite à découvrir. Mais on est vraiment dans l'art, puisque les œuvres de Nicolas de Crécy ont été exposées à la Ferme du Buisson, elles seront exposées à Mexico. Donc je trouve que là, effectivement, quand l'art et le luxe peuvent se marier de cette façon, c'est plutôt réussi.
Voilà, ça existe depuis longtemps dans l'industrie automobile. Par exemple, des artistes comme Roy Lichtenstein, l'américain, ont dessiné des BMW. Bref, ce n'est pas nouveau, mais ça s'intensifie dans tous les domaines de l'activité. Par exemple, Bernodeau, qui font, vous savez, des instruments, enfin des outils ménagers. Ils ont utilisé Jeff Koons pour faire à la fois des porcelaines, des services, etc., etc. Qui a des exemples à l'esprit qui vous paraissent frappants quand on traverse justement l'Atlantique chez vous? Vous parlez de Jeff Koons à l'instant, qui a fait des coffrets, a illustré des bouteilles de champagne. Chez nous, on a peu de marques... Dans le Bordelais, il y a énormément d'étiquettes qui ont été faites depuis des années par les artistes importants. Oui, on voit ça assez souvent. Partout. Oui. Chez nous, on a peu de marques de luxe comme vous avez en Europe. Donc, j'essayais de trouver des exemples. Et puis, quand j'ai su qu'on tournait à la Fondation Louis Vuitton, j'ai tout de suite pensé à Xavier Dolan, le cinéaste chéri, qui est devenu l'égérie de la marque Louis Vuitton. Donc, oui, ça flatte bien sûr son ego. Et c'est pas moi qui lui mets des mots dans la bouche. Il l'a dit en entrevue. Mais il a bien compris, et les gens de chez Louis Vuitton aussi, que d'associer la jeunesse, l'innovation, la création avec une marque de luxe allait sûrement intéresser des jeunes qui allaient peut-être être rebutés par une marque aussi prestigieuse que Louis Vuitton. Donc maintenant, d'avoir le côté un petit peu bad boy que représente Xavier Dolan, donc ouvre les portes à une nouvelle catégorie d'acheteurs donc qui peuvent être intéressés. Donc il y a des gens qui tournent des films, il y a des égéries qui effectivement participent à la création d'un sac, par exemple que Sofia Coppola. Enfin, il y a tous les exemples possibles et imaginables dans tous les secteurs d'activité, l'industrie, l'électroménager. Mais est-ce que vous avez quelque chose qui vous a touché, vous, mon cher Michel? J'aime bien dire mon cher Michel. Mais parce que je suis heureux de vous l'être, mon cher Guillaume, en effet. Dans les montres aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Swatch, par exemple, a fait énormément. Alors, Swatch, c'est le bon et le mauvais exemple, parce qu'effectivement, Swatch a fait des séries limitées ou a utilisé des designs d'artistes pour les reprendre. En même temps, on ne peut pas dire que Swatch soit une marque qui fasse dans le luxe. C'est plutôt au contraire. Ils essaient de se positionner comme étant des objets qui sont populaires, qui ne sont pas trop chers et qu'on peut changer et acheter de manière régulière. Donc, on n'est pas vraiment dans le luxe. Et puis, dans les montres... C'est pas forcément le luxe, marketing. Je ne sais pas, justement. C'est le lien qui existe. Par exemple, je vais vous sortir un petit stylo bien célèbre. Tout le monde, je ne donnerai pas, évidemment, parce qu'autrement, Isabelle Siri, ma bien-aimée productrice, va pousser des hurlements. Je ne donnerai pas la marque. Mais ce stylo dont plus personne ne voulait, le 4 couleurs, hop, on a demandé à quelqu'un de moderniser, rajeunir, créer quelque chose. Depuis que l'embout est un embout métallique, brillant, etc., les ventes sont mais est-ce que c'est signé par un grand artiste, justement? Ce sont des gens, je ne veux pas donner les noms, mais ce sont des gens qui viennent dans des bureaux d'études où il y a des créatifs très importants qui travaillent là-dessus. Des créatifs. Alors pour moi, l'arketing, alors peut-être que je me trompe, pour moi, l'arketing, effectivement, c'est la signature d'un artiste reconnu, comme on le parlait tout à l'heure, sur un produit, je veux dire, qui est une production de masse, qui est liée peut-être à quelque chose du luxe. Roger Talon, les téléviseurs dans les années 60. Voilà, alors la question, c'est de savoir si effectivement Roger Talon est un artiste ou c'est un artisan designer. Moi, c'est une question qui est difficile. Pour revenir, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que l'arketing, finalement, touche plus souvent des fois des produits dérivés de grandes marques. C'est-à-dire, on prenait le cas avec Louis Vuitton, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on n'est pas dans les sacs, en l'occurrence, on est dans des carnets de voyage, donc on fait autre chose. Ou des parfums, ou du jeans, ou ce que vous voulez pour des grandes marques. Belgique? Alors nous, en Belgique, on a un champion hors catégorie qui a fait de la publicité, de l'arketing, mais à son insu, puisque c'est un titre posthume, c'est René Magritte. Il y a au moins une quarantaine de publicités dans le monde qui s'inspirent de ces tableaux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les tableaux de Magritte, d'abord, ils sont connus dans le monde entier, et en plus, ils sont déjà transgressifs. Et ça, évidemment, vous le savez, les créatifs de publicité adorent. Alors, il y a 3 registres. En gros, celle qui a le mieux marché, c'est le fameux tableau « Ceci n'est pas une pipe ». Alors, c'est évidemment devenu « Ceci n'est pas un portable »,« Ceci n'est pas un avion pour une compagnie aérienne »,« Ceci n'est pas une pelure de banane pour une compagnie d'assurance ». Enfin, on l'a décliné de toutes les manières possibles. Alors, il y a la série aussi des nuages. Vous voyez l'oiseau de ciel, cet oiseau avec les nuages, mais d'autres tableaux avec les fameux nuages de Magritte qui, évidemment, aussi ont inspiré un certain nombre de compagnies aériennes. Alors, il y a les clairs-obscurs avec cette maison, l'Empire des Lumières, cette maison éclairée comme s'il faisait de nuit. En fait, il
fait jour. Ça aussi, ça a inspiré un certain nombre de compagnies. Et puis alors le troisième registre, c'est ces reflets qui n'en sont pas. Les gens qui se regardent dans la glace et en fait c'est la même image. Et ça, évidemment, ça a inspiré une série de produits de beauté. Donc Magritte a été beaucoup repris. Et puis alors en Belgique, il y a un autre phénomène aussi, c'est la musique dont personne n'a parlé. Chez nous, c'est assez fréquent que des groupes de musique connus participent à des musiques ou des sons, puisque ça ne dure jamais que 10, 15 ou 20 secondes. Et notamment, je pense à Girls in Hawaii, qui a fait beaucoup de musique de ce type, et Ginzu, qui sont par ailleurs des groupes qui ont une vraie carrière musicale. Voilà. Mais à part ça, enfin, je veux dire, Michel. Magritte, là, en l'occurrence, c'est un détournement ou c'est un hommage, mais c'est pas une association directe de Magritte avec la création d'un produit. C'est posthume. De toute façon, c'est posthume. D'accord, et ça Bien rentre sûr. dans le cadre du marketing, alors ça. Il n'est pas suspect d'avoir été contemporain du portable, je vous le confirme. Ouais. Donc il n'a pas de démarche, c'est-à-dire que ce sont les créatifs qui s'inspirent d'un tableau et qui le retravaillent à leur manière. Alors parfois, ce n'est pas du tout le tableau d'ailleurs, parfois c'est simplement des éléments. Par exemple, il y a une publicité pour une compagnie de voitures qui a associé les nuages, les lunes, les têtes qui n'en sont pas ou qui sont en forme de pommes, et il recrée un tableau. Mais l'imaginaire de Magritte fait en sorte que cette publicité fonctionne. Et alors, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'ils appellent à des nouveaux acheteurs potentiels, bien sûr. Il y a une vraie appétence des grandes marques pour les artistes. Oui, non, et pour les artistes. Alors après, via la publicité, là, c'est vrai que ça se développe. Même, on voit en France avec les danseurs de l'opéra, les danseurs de classique. Il y a même des carrières Hermès faits par Daniel Buren. Voilà, oui, exactement. Donc là, on est typiquement dans l'arketing. Alors plus dans la publicité, je pensais à Benjamin Millepied qui a collaboré pour une grande compagnie aérienne, ou alors on peut même penser à Aurélie Dupont qui a participé. Mais là, je ne sais pas si on est vraiment dans l'arketing ou c'est effectivement les grandes marques se disent. Ça, c'est plutôt du marketing. Et Pharrell Williams aussi, qui à un moment avait été convoqué pour faire une ligne. là-dedans. Mais alors lui, c'est un artiste. On se demande pourquoi d'un coup il devient styliste. Qu'est-ce qui lui donne une valeur ajoutée, si ce n'est pour attirer un autre public dans le domaine du luxe. C'est vrai qu'après les frontières, on l'a bien vu, sont assez floues entre les artistes qui ont une démarche artistique liée avec un grand groupe et d'autres qui sont vraiment des porteurs d'images. Des porteurs d'images. Là, c'est vraiment deux choses différentes. Ça. Je pense qu'on est. Est-ce qu'on est dans la même chose? Je sais pas. Il y en a qui l'a fait très tôt, quand même, c'est Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, il a consciemment, forcément, il a fait des affiches qui aujourd'hui font partie de son patrimoine d'œuvres d'art, parce que ces affiches sont exposées dans les musées en tant que telles. Donc, cette collaboration d'artistes pour fabriquer de la publicité, c'est pas tout à fait nouveau. En photographie aussi, Sébastien Salgado, avant de photographier l'Amazonie comme personne, il a fait aussi une série de photos. Il a collaboré avec l'industrie. Mais ça, c'est plutôt de l'ordre de l'économie, c'est-à-dire. On n'est pas en train de créer des objets, par contre. On n'est pas en train de créer des objets. Mais il y a tous les niveaux possibles et imaginables. Vous avez effectivement, il n'y a pas de création de Picasso en dehors des céramiques. Il n'a pas inventé ou il n'a pas accolé son nom au Citroën, mais tout d'un coup, on récupère le nom quand c'est un nom populaire et on voit que les séries limitées de Citroën qui sont estampillées Picasso se vendent beaucoup plus que les autres. Donc il y a un intérêt pour les industriels d'avoir des séries limitées parce que ça les rend célèbres. Ça les fait monter en gamme, comme on dit dans ce registre-là. Puis il y a effectivement de vraies collaborations qui partent au départ, où là, les artistes sont plongés dans un problème qu'on leur demande de résoudre. Et ça, c'est un petit peu vieux comme le monde, parce que ça a toujours existé, ou souvent existé. Au cinéma, ça se fait beaucoup. Les cinéastes, les jeunes cinéastes, ils font tous de la publicité avant de faire... D'ailleurs, c'est leur rêve, en général. Toutes les publicités Lacoste sont faites par des grands cinéastes. Par exemple, avec les grandes pubs Lacoste, c'est Wong Kar-wai. Une partie d'entre eux qui les a réalisés. Luc Besson, on a fait beaucoup, David Lynch, on a fait... ils commencent tous à un moment donné pour gagner leur vie. Ils font de la pub parce que ça rapporte et puis ça leur permet de faire des moyens aussi qui sont incroyables. Bien sûr. Voilà, et puis le fameux chocolat Lanvin. Le fameux chocolat Lanvin et Dali. Je suis fou du chocolat Lanvin. Je suis fou du chocolat Lanvin. Voilà pour clore notre débat qui est plutôt une constatation, pardonnez-moi. Un tweet de Gabriel à propos de la collaboration de Jeff Koons et de Vuitton autour des grands maîtres. L'art a toujours eu ses mécènes. Médicis, Gabriel a bien raison, Elle constate Borgia, François Ier, au temps de Léonard de Vinci, Vuitton et Koons de nos jours. Vous nous suivez sur Twitter, sur le site internet de TV5 Monde, sur la page Facebook de l'émission, aux adresses qui sont en bas de l'écran. Deuxième sujet, au revoir Pascal, je vous embrasse, vous êtes magnifique. Moi aussi, je vous embrasse. Voilà, deuxième sujet dans Motel Bamako, sorti fin 2015. La manienne, donc, Ina Modja, chante des textes engagés en Bambara.
et des textes en anglais, des textes qu'elle défend désormais sur scène puisqu'elle est en tournée internationale. Elle est également à l'affiche de Woulou, qui est un film du Malien Daouda Coulibaly. Nous parlerons d'Ina Modja avec de nouveaux invités, d'ailleurs juste après la bande-annonce de ce film que voici. Allez, poussez. La voiture là, c'est pour qui? C'est pour toi? Il va falloir que tu te patientes encore un peu. J'ai besoin d'un travail. C'est ici qu'on met la marchandise. À l'aller, quelques kilos de cannabis et au retour, 2 kilos de cocaïne. Officiellement, tu transportes de la viande. Si on en fait 3 ou 4 par mois, on se tape plus qu'un ministre. Alors, c'est toi le petit malin à qui on l'a fait, quoi. Choisis bien tes associés, hein. Tes petits copains et toi, va falloir s'armer. Quand le risque est trop grand, faut savoir passer son tour. On peut faire un dernier coup. Tu te vois poser ton cul à la place du mien? Tu baisses déjà ma fille, non? Lise Laure-Etia, Yves Bigot nous ont rejoint. Bonjour Yves, bonjour Lise Laure. Commençons par parler du film avant de parler donc de la musique. Lise Laure, de quoi s'agit-il? Alors Woulou, c'est donc le premier film du réalisateur Daouda Coulibaly, son premier long métrage. Et le film en fait s'adresse un peu aux jeunes et parle de l'histoire de Ladji. Alors Ladji, c'est un jeune malien qui vit du système D. Il est apprenti chauffeur dans la société malienne qui s'appelle la Sotrama, la société des transports du Mali. Et il espère avoir une augmentation, mais rien n'arrive. En fait, c'est du clientélisme, mais finalement, il va glisser vers la drogue. Et Ina Modja, dans ce film, interprète le rôle d'Aminata, qui est sa sœur aînée. Alors, c'est un peu qui vit, elle se prostitue. Et grâce à l'argent un peu de la drogue, elle va avoir une maison cossue. Et elle interprète, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle interprète très, très bien ce rôle. Il faut savoir que Ina Modja, avant de faire ce premier rôle, faisait des sketchs un peu à Canal+. Et le réalisateur, au FESPACO, quand je lui avais demandé mais comment est venu le choix d'Ina Modja, il dit écoutez, moi je pensais même pas du tout à elle pour ce rôle, et c'est plutôt la production qui, à l'issue du casting, était très surpris. Et lui, il s'est dit écoutez, je pensais avoir la chanteuse, mais c'est plutôt une bonne actrice, et c'est vrai qu'elle tient. Donc c'est plutôt un pari réussi. Voilà, c'est plutôt un pari réussi. Vous avez vu le film, vous en pensez quoi? Alors le film, d'abord, il est coproduit par TV5 Monde, il faut le rappeler aussi. Et nous l'avons présenté au Festival du film francophone d'Angoulême, c'était à la fin du mois d'août dernier, puis ensuite en février dernier au FESPACO à Ouagadougou, où Lise Laure l'a vu. Woulou, ça veut dire le chien. Et effectivement, ce jeune homme qui est déçu en fait par le plafond que constitue pour lui la société malienne, il va plonger en fait dans la drogue, mais surtout dans le trafic de drogue. Et en fait, ce film est aussi évidemment un film. C'est à la fois un film, on va dire, d'action. Ça pourrait être un French Connection à la bamakoise, on va dire. Mais c'est aussi un film qui caractérise les difficultés de la société malienne d'aujourd'hui et qu'ont ceux qui ont de l'ambition, donc comme le personnage qu'interprète Ina Modja, donc qui pour réussir, avoir de l'argent, une belle maison, des beaux habits, etc., se prostitue, ou son jeune frère, donc qui est le héros du film, qui lui est un chauffeur dans les transports, et puis après il devient chauffeur de dealer de poudre, voilà, entre Bamako et d'autres capitales africaines. Alors, ça devient très vite un film assez violent, d'ailleurs, parce que qui verse dans le sang, en fait, c'est comme, on va dire, ce type de film de genre. Mais c'est aussi, c'est-à-dire on peut le voir à la fois comme un film d'aventure et en même temps comme un film
qui est critique, on va dire, de la société malienne d'aujourd'hui, en ce qu'elle oblige, en fait, toute sa jeunesse qui a envie de réussir à verser dans l'illégalité, que ça soit la prostitution ou que ça soit le trafic de drogue. Et Ina Modja, elle est très bonne comédienne. Elle joue très bien, je vais reprendre une expression d'Estelle Martin, elle joue très bien la pétasse. J'ai vu, il y a une sorte de malaise qui s'empare de ce studio. Estelle, mais après tout, je suis en train de prendre des couleurs. Attention. Ina Modja, bonjour. Il y a l'autre aspect qui est l'aspect évidemment musical de cette affaire. Il y a des comédiennes, artistes, chanteuses, etc. Il y en a beaucoup. Bette Midler, Barbara Streisand et d'autres, bien évidemment. Alors maintenant, parlons un peu de l'aspect musical. Maintenant que vous avez rougi, que peut-on dire de cette artiste chanteuse qui est en tournée internationale? Alors moi, j'ai adoré son dernier album. Vraiment, Motel Bamako, ça m'a fait penser à Mia. Je ne sais pas si vous connaissez Mia, qui est une rappeuse britannique d'origine sri-lankaise. Elle danse, aussi... non? Elle danse pas le Mia. Elle danse le Mia. Donc, dans ce Mia, ça c'est Ayam, mais voilà, voilà. Encore c'est le patron qui l'a fait. Alors moi, je pense à Mia, qui est donc une rappeuse britannique, elle aussi cumule les casquettes comme Ina Modja, puisqu'elle est rappeuse, mais elle est aussi styliste, productrice, auteure, compositrice, interprète, comme Ina Modja. Et c'est vrai que dans cet album, moi je trouve qu'il y a un peut-être pas un virage à 180 degrés, mais quand même. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des mélodies pop, un peu sucrées, un peu mielleuses. Oui, voilà, je n'osais pas le dire, mais voilà, où on sent qu'elle a une jolie voix, Ina Modja. Je ne vous parle même pas de son physique, on vient de la voir dans la bande-annonce, elle est juste sublime. Mais là, elle rappe en bambara. J'adore justement Motel Bamako, où je trouve que vraiment, j'ai pensé à Asian Dub Foundation, vraiment plus du côté hip-hop, trip-hop britannique. Bien, là, comme ça. Et j'ai trouvé, alors non seulement des textes engagés, moi je ne les comprends pas toujours puisque c'est en bambara, mais voilà, effectivement. Mais par exemple, Tombouctou. Je ne comprends pas. Je pense pas que je suis plus éclairée. Tu te parlais toutes les langues. Et donc il y a Tombouctou aussi qui est assez, alors là, qui est aussi en rap et qui se termine sur un coup de feu, mais elle dit la lumière va venir. Donc là aussi, il y a aussi une lueur d'espoir. Elle s'était beaucoup battue, Ina Modja, notamment, elle est venue beaucoup à TV5 Monde parce qu'elle s'est battue contre l'excision, parce qu'elle en a elle-même été victime contre ses... Enfin, vraiment, ça a été fait contre la vie de ses parents. Elle a été... Voilà, et c'est courageux pour une jeune femme qui maintenant est mannequin, de se battre contre ce fléau. Et là, elle prend encore date avec cet album, là, pour se battre pour son pays, pour rappeler que... Mais l'album est réussi. Il est vraiment réussi. En plus, elle a que des grands noms. Enfin, je pense que vous allez en parler. Mais tous les featuring, comme on dit, je suis désolée, c'est pas francophone, mais c'est comme ça. Elle est vraiment accompagnée de rappeurs comme Oxmo Puccino, dont on a parlé pour La Momali, ou Moussangare, Balogi. Balogi, le Congolais de Bruxelles. Ouais. Voilà, vous en avez pensé quoi, ma chère Myriam, de l'autre côté de l'Atlantique? Beaucoup, beaucoup aimé cet album-là. On a eu les premiers extraits il y a déjà plus d'un an. Et aussitôt que j'ai entendu Tombouctou, je savais que ça allait devenir un hit aussi chez nous. Moi, ce que j'aime beaucoup de cette femme-là, Estelle commençait à le dire, c'est qu'elle a su vraiment se réinventer de pop complètement... sucrée, un peu guimauve, à devenir vraiment une femme engagée. Et elle disait en entrevue l'autre jour, au début, c'était difficile pour moi d'assumer qu'il y avait cette partie-là, mais là, en vieillissant, aujourd'hui, je suis une femme engagée et j'ai envie que ma musique l'incarne aussi. Donc, je trouve qu'elle a... et ses pièces les plus maliennes, entre guillemets, je trouve, sont les plus efficaces. Pour moi, des pièces comme, justement, Tombouctou fonctionnent très bien. Boat People aussi, c'est une chanson qui est très, très forte. Avec Oumou Sangaré, qui d'ailleurs sort un album ces jours-ci. Donc, deux femmes qui ont décidé de prendre le micro pour parler de la réalité des femmes. Oui, dire des choses, mais parler au nom des femmes qui ont peu de voix au Mali. Donc, je pense qu'elle peut se permettre de dire certaines choses que les femmes restées au pays ne pourraient pas dire. Justement, dans Tombouctou, elle dit « Les guerres se font sur le dos des femmes. Et je pense qu'il y a seulement une femme qui est sortie du pays qui peut se permettre de dire des phrases aussi choc que celle-là. Donc, pour moi, les pièces maliennes fonctionnent très, très bien. Les plus populaires, je trouve, se fondent un peu dans tout ce qu'on nous propose ces jours-ci de musique pop d'un peu partout. Mais j'espère un autre album où elle va encore plus exploiter vraiment les guitares maliennes et les chants comme elle fait avec Oumou Sangaré. Voilà, vous disiez, en vieillissant, tout est relatif dans son cas, parce qu'elle est quand même magnifique et relativement jeune. Ça a à peine 30 ans. Non, mais c'est moi qui l'ai pris. Michel!
Ouais, alors ce que je trouve intéressant, on l'a un petit peu mentionné, c'est l'évolution. Et puis même dans ses premiers albums, alors moi je ne suis pas fan musicalement de ses premiers albums, je ne suis pas tellement fan non plus des parties, on va dire, plus pop, soul dans celle-ci. Néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est à la fois l'évolution et puis surtout le fait que quelqu'un comme Ina Modja représente ce que j'appellerais moi une sorte d'Afrique décomplexée, où on n'essaye pas d'imiter des choses qui peuvent se passer à l'Ouest, parce que même quand elle faisait une sorte de pop soul comme ça, c'était pas une volonté d'imitation, c'était déjà la sienne qui était revendiquée et assurée comme telle. Et ça l'est évidemment encore plus avec ce troisième album qui là est empreint, je veux dire, d'une patte créative qui est encore plus importante. Alors évidemment, c'est pas un album qui va plaire, on va dire, à certains vieux blancs africanophiles nostalgiques, parce que c'est pas ce qui est mis en avant. On n'est pas là pour essayer de ressasser des souvenirs, on est là pour nous dire, voilà, moi je suis une jeune artiste, j'ai 30 ans, je viens de le Mali, la France, les États-Unis, j'ai autre chose à dire que simplement ressasser des rythmes anciens. Et je trouve que ça, c'est véritablement intéressant, et c'est d'autant plus intéressant aussi, puisqu'on parlait des featuring, enfin des artistes qui sont invités, mais il faut savoir que derrière elle, il y a la patte d'un type qui s'appelle Stephen Budd. Stephen Budd, c'est Africa Express, c'est compagnon de longue date de Damon Albarn, Blur, et puis Gorillaz, par exemple. Donc, il y a une véritable production, management derrière, qui sont hyper professionnels et qui amènent des artistes qui deviennent internationaux. Ils ne sont pas une sorte de ressucé, entre guillemets, poétique. Actuellement, elle tourne un peu partout. Absolument. Mais qui la rendent intéressante parce que c'est un langage qui devient globalisé. Dans ce sens-là, moi, je trouve dans le bon sens du terme. Alors, on adhère ou pas à l'esthétique. J'avoue, très personnellement, moi, j'y adhère un peu moins. Hormis peut-être sur les titres qui sont plus africanisés, parce qu'il y a une sonorité au niveau des guitares, au niveau de la chorale, au niveau des voix, moi, que je trouve plus intéressante, plus complexe que sur les titres qui sont véritablement soul pop. Mais peu importe. Dans l'absolu, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, on s'affirme comme étant une sorte d'artiste international et pas comme étant une curiosité ethnologico-passéiste, comme ça, dans laquelle souvent on a envie de ranger les artistes. Et je trouve ça formidablement sain. Voilà, c'est une jeune artiste qui est globalisée et qui l'exprime, mais en étant fière de ses racines. Beau travail. Merci beaucoup, cher Michel. Le style, d'ailleurs, on parle de son style parce que beaucoup de gens se disaient c'est bizarre de cette chanteuse qui ne chante pas comme les griottes maliennes, typiquement comme d'ailleurs Oumou Sangaré. Mais je demandais par exemple à quelqu'un hier qui me disait que son style, un peu, on peut le définir comme de l'afro-pop. Et je trouvais que c'était un terme qui sied bien à sa musique, quoi. L'interactivité sur Twitter, la fondation Briser le silence, qui lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants soldats, a salué justement, on en parlait tout à l'heure, les thèmes forts abordés par Ina Modja dans son dernier album, Motel Bamako. Elle chante les blessures de la guerre, les conditions des femmes au Mali. On parlait de l'excision tout à l'heure. Comme d'habitude, vous nous suivez sur Twitter, sur le site internet de TV5 Monde, sur la page Facebook de l'émission, aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Ma chère Lise-Laure, au revoir. Mon cher Yves, au revoir. Nous vous retrouvons évidemment bientôt. Je voudrais qu'on écoute quand même encore quelques instants de la musique d'Ina Modja grâce à ce clip que voici. Après, nous passerons aux Zap Culture. Rendez-vous incontournable de 300 millions de critiques. Nous allons passer maintenant aux Zap Culture avant d'aborder un sujet consacré tout à l'heure à l'écrivain Georges Perec. Mais d'abord, faisons un petit tour du monde de la francophonie. À partir de maintenant, vous obéirez au chef militaire du camp, Adiba. J'arrive pas à lui faire confiance. Adiba est une figure de la résistance. C'est quelque chose avec laquelle l'État français entretient une relation ambiguë. La colonie, les sujets de l'Empire, leur reconnaissance, ce qu'on appelle un fantôme de l'histoire. Ton pays, c'est quelque part là-bas, dans les colonies. Là. Pourquoi vous dites ça? Parce que t'es noir. Et alors? Des actrices qui se maquillent elles-mêmes, sans l'aide de personne. Une équipe multicasquette. Lolo Malombo est à la fois réalisateur, producteur et acteur. Le système D. Il n'a pas vraiment le choix. On peut écrire des très bons films qu'on pourra bien réaliser, mais faute de moyens, nous sommes limités.
voilà pourquoi l'artiste congolais ne parvient pas à émerger et à être très grand. Le Vieux-Montréal est un endroit de tournage unique en Amérique du Nord. On y retrouve 16 pâtés de maisons, d'édifices qui remontent aussi loin qu'aux années 1800. Ainsi, dans The Greatest Game Ever Played, le secteur des rues Saint-Pierre et Saint-Jacques est devenu un quartier de Londres au début des années 1900, puis un quartier de Boston. Il y a une variété de lieux dans le Vieux-Montréal qui est absolument remarquable. Alors ça, c'est une des grandes forces qu'on a et qu'on ne pourra jamais nous enlever. Le jeu, c'est de trouver les influences. Pour ce cheval cabré, c'est le logo d'une marque de voiture. Ce gorille et son baril font penser aux méchants d'un jeu vidéo des années 80. Je travaille beaucoup pour l'art accessible. Je fais beaucoup de choses avec les jeunes, avec les gens qui ont... Justement, j'essaye de parler à tout le monde et d'être très, très populaire. J'ai pris un pied, mais alors, formidable à faire Mickey. Hein. Son hommage aux 3 créateurs du personnage de Disney. J'avais l'impression qu'ils étaient tous les 3 derrière mon dos en disant « mais c'est bon, c'est bien, c'est bien. Tu y es, mon gars, tu y es. » Ah, mais les peaux, elles sont super épaisses. Et bah, si c'était bon, elles seraient plus fines, non? Le jus, il viendrait plus facilement. Regarde, les pépins, ils sont à peine bruns. Franchement, moi, j'attendrais à 4 jours près, on aura plus de chair. J'ai fait ce film parce que j'aime le vin et j'aime tout ce que représente le vin. C'est fou à quel point le vin contient plein de choses. C'est un sujet qui, justement, permet de parler de la modernité aussi, pas que de la tradition. Moteur. L'avantage du produit africain aujourd'hui, c'est que c'est un produit de luxe, parce qu'il a cette démarche artisanale, fait main. Donc la démarche, le processus de création est différent, qui se rapproche beaucoup des maisons françaises notamment, ou les grandes maisons de luxe internationales, qui pour certaines ont réussi à préserver ce côté authentique. Enfin, canaille peut-être, vieille sûrement pas. Qui mon fusil, vieille canaille. J'ai sorti mon fusil, vieille canaille. Et quand je te tiendrai au bout, moi je rigolerai un bon coup. Et je t'aurais vite refroidi, le bandit. Nous retrouvons donc Emmanuel Kérat, car nous allons parler donc de la librairie francophone. Mon cher Emmanuel, bonjour. Bonjour, Guillaume. Pour commencer directement notre dernier débat du jour, une question à laquelle vous allez sans doute répondre. Qui est l'auteur francophone? Écrit un livre de 300 pages, sans utiliser une seule fois. C'était à la fois un pari et une réflexion sur la littérature, la voyelle la plus fréquente de la langue française. Le E, effectivement. Réponse, mon cher Emmanuel. La disparition. La disparition, publié en 1968, grande année. Un ouvrage qui figure dans le premier des 2 tomes de la Pléiade, grande collection, donc consacrée à cet auteur majeur du XXe siècle, 35 ans après sa mort brutale, à seulement 46 ans. Que symbolise pour vous, donc, Georges Perec? Eh bien, c'est une question que je vous pose directement. Allons-y, commençons. Effectivement, mort à 46 ans, il est né en 36 à Paris, et puis mort en 82. Et c'est un homme qui a été profondément marqué par la disparition de ses parents. Ses parents sont morts alors qu'il était tout jeune, hein, il avait 7-8 ans, pendant la guerre. Donc il a été traumatisé par cet événement. Du coup, il fera une psychothérapie avec Françoise Dolto alors qu'il n'a que 13 ans, et ensuite une psychanalyse avec Pontalis. Du coup, il va faire ce livre, La disparition, avec le E qui disparaît. Il va faire un livre entièrement rédigé sans la voyelle E. Alors, il y a des subtilités, hein, évidemment. On utilise l'imparfait ou le passé simple au singulier. Vous qui aimez le tennis comme moi, Guillaume, la Coupe Davis, coupe, il y a un E à la fin, ça devient la Davis Cup. Enfin, voilà, il s'en sort comme ça, Et puis, il reviendra avec... C'est prodigieux, hein, quand même, parce que c'est... Prodigieux, incroyable, parce qu'on s'en aperçoit quasiment pas, à part quelques subtilités et quelques anglicismes. Il y a encore pire, encore plus fort, c'est les revenantes avec un E, donc pour le coup, au lieu du A. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il produit un livre sans voyelle, sauf avec le E. Alors là, évidemment, il va inventer une nouvelle orthographe des mots, puisqu'il va falloir quand même décrypter les choses. Alors, c'est une diversité incroyable, Perec. Il y a 4 axes très importants, 4 axes majeurs qui vont faire son œuvre. Et d'ailleurs, il dira « Je suis un paysan cultivant 4 champs différents. Le champ sociologique, biographique, romanesque
et ludique avec ces exercices oulipiens, comme on le dit, et ces exercices comme ça avec la disparition du E ou de certaines voyelles. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de lui, à part que c'est un grand homme, un homme qui a considérablement marqué le monde littéraire, qui n'a pas été tellement connu, en tout cas qui n'a pas eu beaucoup de succès de son vivant, mais qui a eu un succès et un hommage fulgurant à sa mort, et il est devenu un classique moderne, comme il est précisé dans la préface. C'est pour ça qu'il rentre dans la Pléiade, et c'était l'époque où la littérature française jouait encore massivement, d'ailleurs la littérature mondiale, avec l'expérimentation. La Beat Generation aux États-Unis et Pérec en France, à savoir on ne fait pas forcément des romans pour raconter une histoire comme Balzac, mais on essaye, dans la suite du nouveau roman, d'inventer avec la littérature quelque chose d'autre. Il avait aussi un goût pour le jazz. Vous qui aimez le jazz. Absolument. Moi, j'apprécie Pérec, pas seulement parce qu'il aimait le jazz, mais je trouve que justement le fait qu'il aimait le jazz, qu'il appréciait cette musique, ça se retrouve dans cette littérature, dans sa littérature notamment. Il a même écrit pour Jazz Magazine un article au début des années 70 qui s'intitulait « La chose », en référence au free jazz, dans lequel il essaye justement de comparer l'écriture, le travail d'écriture et le travail du free jazz en l'occurrence. Et tout ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire ces 4 champs, Emmanuel, voilà, autobiographique, ludique, romanesque et sociologique, cette approche, on la retrouve aussi dans le jazz d'une certaine manière. Parce qu'évidemment, la musique, elle se base sur la société au moment où la musique est créée, improvisée. C'est évidemment autobiographique parce que le musicien va improviser en fonction de ce qu'il a. C'est souvent ludique parce qu'on s'amuse avec les règles. Et puis on vous raconte une histoire. C'est romanesque, un chorus, un solo. C'est une histoire avec un début, une fin. Il y a vraiment une approche qui est similaire. Et pour moi, Pérec, dans toute sa littérature, il y a vraiment une approche très jazzistique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être libre dans un champ de contraintes. En prenant un morceau de jazz, vous avez une grille harmonique, vous avez un rythme, et puis vous avez éventuellement une ligne mélodique, et puis vous jouez avec ça, vous essayez d'être le plus libre possible à l'intérieur de ces contraintes-là. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé toute sa vie d'apporter, pendant toute son œuvre, soit en jouant, et avec une certaine profondeur d'ailleurs, parce que l'histoire de la disparition, c'est sans E la lettre, mais c'est sans E, E, U, X, c'est ses parents aussi. Il y a les deux sans E en l'occurrence. Donc il y a à la fois la profondeur et puis le côté véritablement ludique. Il joue avec la langue parce qu'il fait des mots croisés. C'est un cruciverbiste invraisemblable. C'est un verbicruciste. C'est différent. Il crée des mots croisés. Il y a une chose, avant qu'on en parle avec Myriam, il y a une chose qui est aussi assez symptomatique chez Pérec et qui fait la valeur de la Pléiade aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce type de littérature aujourd'hui en France, c'est en gros ce qu'on pourrait appeler une littérature expérimentale, ça n'existe plus. En fait, puisque même Houellebecq se revendique aujourd'hui clairement comme un balzacien, c'est-à-dire comme le fondement le plus classique de la littérature. On est là pour raconter des histoires, raconter des faits de société, mais tout ce qui a fait le nouveau roman, vous parliez tout à l'heure justement du lettrisme, de tous ces mouvements-là, il y a un Québécois plutôt disparu en France. Un Québécois qui s'appelle Alain Farah, qui essaye ce genre de choses, qui avait fait un livre complètement fou comme ça, un peu dans cet esprit-là, mais c'est vrai qu'on est très loin de Pérec, et qu'en France, à part certains auteurs comme Jean Houellebecq, vous l'avez dit, l'exercice sur la langue s'arrête là, ça s'arrête à ça. Mais Jean et Houellebecq, c'est justement des gens qui racontent des histoires d'une manière relativement classique. Vous vouliez ajouter quelque chose? Juste une petite chose par rapport à ça. C'est un petit peu, alors encore une fois, on en revient avec l'histoire du jazz, je trouve, parce qu'une fois que vous avez déstructuré les choses, une fois que vous avez été au bout des libertés possibles, que vous avez complètement fait éclater les choses, qu'a fait Pérec d'une certaine manière, soit sur la forme, soit véritablement sur des exercices, c'est compliqué après de revenir derrière pour essayer d'amener quelque chose de supplémentaire. Donc souvent, on revient à une forme de classicisme. Comme dans le jazz d'ailleurs, et comme d'une certaine manière dans la littérature aujourd'hui, je trouve. Sauf en art, les Demoiselles d'Avignon, on casse tout, et justement, l'art repart donc au XXe siècle. Myriam, Pérec, est-ce que Pérec, son écho est arrivé jusqu'au Québec? Bien peu. Il n'est pas très lu au Québec. Je ne veux pas parler au nom de tous les francophones, mais on ne le lit pas, par exemple, à l'école. On connaissait bien sûr la disparition à cause de cette performance incroyable. Mais je veux faire une petite parenthèse. On parlait d'Alain Farah, qui est vraiment un auteur de ces jours-ci. Mais il y a aussi Régent Ducharme, que je veux faire connaître aux Français, qui... Bon, si Pérec avait un personnage assez flamboyant et une image, un look un peu particulier, Régent Ducharme... Il avait les cheveux un peu comme vous. Oui, c'est vrai. Hein? Il manque la barbichette. Oui, c'est ça, il manque la barbichette. Je peux vous déguiser en Pérec, vous mettez des lunettes. Ça va aller, ça va aller pour les faits. Mais Régent Ducharme, chez nous, à tout son contraire, est un homme effacé. On ne sait pas qui il est. Il y a à peine une photo de lui qui a percolé. Mais ils ont de similaire cette envie de dissimuler
mêler la douleur dans la stylistique, dans le jeu avec les mots, dans le fait de réinventer la langue. Donc ça, il y a peut-être un parallèle. Lisez Régent Ducharme pour ça. Par contre, ce que je trouve intéressant avec l'arrivée chez la Pléiade, c'est que ça m'a fait connaître, ça nous fait connaître de l'autre côté de l'océan ses œuvres. Et j'ai été attirée par son œuvre Les Choses, qui semblerait avoir été écrite aujourd'hui. Une œuvre dans laquelle on se pose des questions sur qu'est-ce que le bonheur aujourd'hui, qu'est-ce que la liberté, le travail, quelles valeurs, quels moyens. Et on dénonce une société de consommation à outrance. C'est un livre qui a été écrit en 1965. Donc, je pense qu'on peut revisiter encore aujourd'hui. Il y avait déjà des bobos dans son livre. C'est vrai, quand on lit Les Choses, on a l'impression qu'il y a déjà des vrais bobos. Justement, dans Les Choses, qui a eu le prix Renaudot. C'est son premier roman, il y a Sylvie et Jérôme, il s'est fait connaître avec les Choses. Et c'est vrai qu'il dénonce cette société de consommation, mais c'est vraiment une vie de bohème dans le sens où il tire il tire le diable par la queue, les deux héros, parce qu'ils ont du mal, ils sont sondeurs. Et il explique, il y a de très belles interviews de Pérec que vous pouvez voir sur Internet, où il explique pourquoi il a choisi les sondeurs, parce qu'ils ont une vie de bohème, parce qu'ils gagnent un peu d'argent, ils en profitent, mais ils aimeraient bien avoir le luxe. Et oui, en plus, il a été documentaliste aussi. Et c'est vrai que c'est incroyable comme c'est la société de consommation, le vertige de où est le bonheur, accumuler les choses, avoir le plus de luxe possible et comment on s'y perd. Et il se posait déjà la question à cette époque. Et ça, c'est assez impressionnant avec Georges Perec. Je trouve que vraiment ça, c'est intéressant. Et il disait, j'ai utilisé un langage qui parle à beaucoup de gens parce que c'est le langage de la publicité. Et ça m'a fait penser après à Houellebecq, évidemment, à Bec BD avec 99 francs, ou pareil, on pourrait penser à Fight Club avec cette espèce d'envie d'amasser, d'avoir... Non, mais c'est vrai, en fait, peut-être on peut se dire qu'ils ont peut-être lu Perec, ou en tout cas, vraiment, il y a des liens... Non, mais il y a des liens avec cette société de consommation où on ne sait plus quoi faire aujourd'hui. Et ce que j'adore aussi chez Perec, c'est ce côté... On a l'impression que c'est le fils caché du professeur Tournesol et d'Albert Einstein dans le look, vous l'avez évoqué. Il a un visage, il a incroyable, un look incroyable, il a cet œil... Un sourire. Voilà, un sourire. Et en même temps, alors c'est un classique moderne qui est à la fois drôle et mélancolique. Il y a toute cette mélancolie, on l'a dit, avec la disparition. Il y a certaines critiques qui disent cette très jolie phrase en disant qu'il s'est créé une famille de papier parce qu'il avait perdu sa famille. Et c'est vrai qu'il faut relire. Alors nous, c'est vrai qu'en France, on le lit beaucoup puisqu'il est au programme. Alors c'est vrai que tous les bacheliers, souvent on programme Georges Perec, mais on sent qu'il y a toujours une appétence pour cet auteur parce qu'il aime jouer avec les mots. Et par exemple, il cite Jules Verne. Jules Verne pour La disparition aussi, parce que c'est quand même un roman à intrigue. Il y a une énigme, il faut trouver qui a disparu. Et tout ça, c'est vraiment un jeu. Je trouve que ça fait un auteur, je pense que ce n'est que justice qu'il soit aujourd'hui dans la Pléiade. Il a une influence incroyable, il est influencé par énormément d'auteurs. Mallarmé, Rabelais, Jules Verne, c'est absolument incroyable et c'est un vrai melting pot littéraire. Alors il ne faut pas oublier, il y a son fameux livre La vie mode d'emploi qu'on connaît tous, qui a reçu le prix Médicis, qui est un pavé dans la Pléiade. Je regardais tout à l'heure, ça fait déjà dans la Pléiade 550 pages. Et dans ce livre, il raconte comme ça comment les habitants d'un immeuble peuvent vivre dans une forme de méthode. On a tous une méthode finalement avec nos voisins. Et il va beaucoup plus loin puisqu'il extrapole, il y a des schémas, des listes. C'est absolument incroyable. Et c'est une vraie liberté, c'est un vrai souffle littéraire, cher Guillaume. Mais tout à fait, Perec est un auteur magnifique. D'ailleurs, sur Twitter, Caroline a partagé cette citation philosophico-poétique de Georges Perec. « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. » Vous nous suivez sur Twitter, évidemment, sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission, aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Voici donc sur Perec. Et nous allons maintenant passer au coup de cœur et commencer par vous, mon cher Emmanuel. Avec deux livres, puisque le 14 juillet, nous commémorons le premier anniversaire de l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais. Il y a deux auteurs. Tout d'abord, Hanan Charii, qui a publié Ma mère patrie. Il y a un jeu de mots puisque c'est la fille de la première victime, celle qui a été percutée par ce minable barbare avec son camion fou. C'est absolument émouvant, c'est bouleversant. Et puis il y a Marc Magro, qui est un médecin et qui a recueilli les témoignages de tous les secouristes, les infirmiers, les médecins qui sont allés sur place au moment où ça s'est passé. C'est absolument bouleversant. C'est aux éditions First et ce sont deux livres qui rendent hommage aux victimes. Michel.
Alors, l'édition du mois de juin du magazine L'Œil, qui a bien l'occasion de Art Basel, qui a lieu ce week-end en Suisse, eh bien, a décidé de faire un peu le tour des espaces d'art indépendants en Suisse. Donc, on connaît souvent les musées en Suisse, mais pas forcément les lieux d'art indépendants. Ils sont nombreux. Ce sont notamment les curateurs, les directeurs du Centre culturel suisse à Paris qui le disent. Eh bien, c'est l'occasion de découvrir un certain nombre de galeries qu'on connaît moins et dont eh bien, le magazine fait état, et de rappeler qu'également, si vous êtes à Genève, par exemple, ce week-end, eh bien, a lieu le BIG. C'est la biennale des espaces de création indépendants. Justement, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, 2 événements entre Bâle et Genève, et puis surtout ce magazine pour découvrir une partie de la création artistique indépendante en Suisse. Myriam. Je pense que je vais faire plaisir à Estelle. Le Plongeur, c'est le prix des libraires 2017 écrit par Stéphane Larue. C'est un premier roman plutôt autobiographique, donc un jeune homme de 20 ans qui est déjà pris dans les dettes de jeu et qui trouve son salut dans la restauration. C'est tout simplement merveilleux. Il y a un souffle et une écriture incroyable. Quel est le rapport entre le jeu et la restauration? Tout d'un coup, il est passé de... il va rembourser ses dettes. Il va rembourser ses dettes avec l'argent de la restauration. Il va surtout trouver l'adrénaline dans ce milieu qui va remplacer un petit peu son addiction aux machines. Tant mieux. Merci beaucoup. Ça semble être un très joli livre qui est publié chez... Chez ma foi, le Cartanier. Ouais. Excellent ouvrage. Et notre correspondante Catherine François a réalisé un reportage. Je vous invite à le regarder sur tv5monde.com. Voilà. Sur ce jeune auteur. Moi, mon coup de cœur, c'est Fishback, son premier album, À ta merci. C'est une jeune chanteuse qui vient du Nord. J'adore sa voix grave, rauque, qu'on pense à Catherine Ringer ou à Muriel de Niagara. En plus, elle est très dans les années 80, New Wave. Moi, j'adore. Voilà, c'est écrit en français, c'est très bien écrit. Elle trouve de très beaux textes. Donc, je vous invite à écouter À ta merci, Fishback. Voilà, elle nous accompagnera sur le générique de fin, puisque nous sommes à la Fondation Louis Vuitton. Juste derrière nous, il n'y a pas simplement des expositions magnifiques, il y a aussi un auditorium où on a pu écouter dans les semaines écoulées depuis l'ouverture de la Fondation à la fois Kanye West et Lang Lang. Vous voyez que le programme est extrêmement varié dans cet auditorium qui est juste ici, derrière nous, avec des tableaux assez extraordinaires d'un grand peintre américain disparu qui s'appelle Ellsworth Kelly. Vous trouvez tout ça sur le site internet de la Fondation et les programmes vont dans tous les registres possibles de la musique. Merci à vous tous, 300 millions de critiques est donc terminé. Et comme d'habitude, je me tape le genou droit et je ne sais toujours pas pourquoi. Tu ne crois qu'en ta gueule, aux formes du linceul, la poussière et le vent, je ne resterai